Gilbert Rozon a reçu toute une gifle hier. On le sait, il était poursuivi par 9 plaignantes qui l'accusent d'agression sexuelle. Il y a 8 des 9 plaignantes qui ont eu gain de cause hier. On les appelle les courageuses. Annick Charrette, une des plaignantes, va être avec nous dans quelques instants. Son avocat, l'avocat des 9 plaignantes, des 9 courageuses, Bruce Johnston, est avec nous. Maître Johnston, bonjour. Bonjour. 8 victoires sur 9. Oui. Est-ce que l'ampleur de la victoire, les mots utilisés par la juge Chantal Tremblay pour décrire Gilbert Rozon, est-ce que ça vous a surpris? Non, parce que lors d'un long procès, vous savez, le procès s'est déroulé sur 10 mois, 60 jours devant la cour. Il y a un vécu collectif qui s'installe et on peut lire un petit peu en tant qu'avocat comment se déroule la joute dans l'esprit de la juge. On pouvait voir que le témoignage de M. Rozon, qui était dénué totalement de crédibilité, qui refusait de répondre à des questions, qui refusait de reconnaître l'évidence et qui se mettait en scène comme étant la victime, on pouvait voir, malgré le caractère très imperturbable de la juge, qu'il allait peut-être avoir des conséquences dans un jugement. Et on a parlé beaucoup de ce décalage entre ce qui était demandé par les courageuses, 14 millions de dollars au total qui étaient réclamés, et ce que la juge a consenti, c'est 880 000 dollars à se séparer à 8 plaignantes. Est-ce que ça vous a surpris, vu l'état du droit au Canada? On était bien conscients en prenant les procédures, puis on avait été très clair avec nos clientes à cet égard-là, que pour avoir des dommages acceptables, suffisants pour faire accomplir l'objectif qu'on avait, qui était d'assurer l'accès à la justice, il fallait faire évoluer le droit un petit peu. Et le droit a évolué, mais il faut comprendre que la juge était prise avec les précédents. Il faut que quelqu'un qui a poursuivi avec succès pour une agression sexuelle et qui s'est vu accorder 50 000 ne peut pas avoir une autre poursuite qui réussit pour 500 000 Donc, on devait faire évoluer le droit, on le savait, mais on voulait souligner ce fait-là, parce que ça demeure un obstacle très important à l'accès à la justice. Parce que s'il faut payer des avocats 60 jours de temps pour aller chercher 100 000 on s'entend que c'est pas possible, là. Ça ne marchera pas. Alors, ça demeure un problème. OK. Là, vous avez eu Rozon devant vous. Vous êtes l'avocat, vous étiez l'avocat des 9 plaignantes, les courageuses. Annick Charrette vient d'arriver en studio. Bonjour, Mme Charrette. Bonjour. Merci d'être là. J'arrive à vous dans un instant. Vous avez Rozon devant vous, Maître Johnston. Oui. Vous avez sa défense qui dit « il n'y a rien arrivé, tout était consensuel », et la juge l'a souligné, des contradictions, des invraisemblances. Est-ce que ça a été difficile pour vous de faire des trous dans sa défense? C'est intéressant comme question parce que moi, j'ai quand même assez d'expérience en cours et ça a été une personne difficile à contre-interroger parce que un mensonge n'attend pas l'autre. Littéralement, tu cours un lapin puis il y en a 3 autres qui sortent pendant que tu es en train de courir le premier. Et donc, il fallait être très, très bien préparé et très discipliné, très patient mais ça a porté, parce qu'on lit la section du jugement sur la crédibilité de M. Rozon et c'est dévastateur. C'est dévastateur, c'est un menteur. C'est rare qu'un juge de la Cour supérieure traite une partie de menteur. Parce que d'habitude, c'est pas nécessaire pour un juge. Elle a simplement à dire, cette personne-là, je ne retiens pas son témoignage ou elle n'est pas crédible. Mais là, c'est des termes comme menteur sont utilisés, puis c'est à dessein. Madame Charrette, merci d'être avec nous. Merci, bienvenue à l'émission. Pour situer les gens, c'est votre plainte, la seule plainte qui avait été retenue au criminel pour un procès. Rozon a été acquitté avec nuance dans cette cause-là. Vous êtes des poursuivantes, là, comme ça, des plaignantes au civil. Quelle est la partie du jugement, de la décision de la juge qui vous a le plus réjoui hier? Bien, il y en a plusieurs. En fait, le fait qu'elle ait accordé à 7 de mes consoeurs courageuses la crédibilité, d'abord,
Et la mienne aussi, parce que ça m'a vraiment, mis un baume sur le fait que mon long voyage dans les processus judiciaires trouvait sa résolution et il y avait une résolution positive. Ça, c'est la première. Deuxième des choses, il y a eu des grandes avancées dans ce procès-là au sujet de ce qui a été Des mythes et validé. stéréotypes. Oui, il a été validé constitutionnellement. Les mythes et stéréotypes, là, c'est la chose qui, je l'ai dit hier, là, mais c'est la chose qui est transversale à tous les procès d'agression sexuelle parce que ce qu'on met en cause en tout premier lieu, c'est la crédibilité de la victime. Puis on le fait comment? En lui disant, vous n'avez pas fait la bonne chose, pourquoi vous étiez là, pourquoi avez-vous pas réagi, pourquoi avez-vous pas dénoncé, pourquoi... Et tout ça, ça a été déboulonné par les études, notamment les travaux de la chercheure Karine Barry et Sandrine Ritchie. Et la juge a prêté oreille à ça. Et je pense que ça va faire évoluer la société. Fait que ça, c'est très, très, très réjouissant pour nous. La juge, elle a fait sienne les observations de Maître Johnston, des plaignantes, qui disaient le modus operandi de Roson, c'est celui d'un prédateur sexuel. Tout à fait. Ça, est-ce que ça vous a réjoui? Oui, parce que c'est ma conviction profonde. Puis vous savez, j'ai jamais pensé jusqu'à venir à entendre les témoignages des autres courageuses que c'était un prédateur sexuel. Moi, je pensais que j'avais été victime d'un concours de circonstances, d'une occasion qui s'était passée, puis que cet homme-là n'avait pas un comportement à répétition dans ce type de rapport-là. Puis c'est ce qui m'a fait dénoncer, d'ailleurs, parce que quand j'ai entendu les autres, moi, puis je me suis dit, mon Dieu, cet homme-là a fait ça toute sa vie. Moi, je pensais que j'étais un cas unique. Qu'est-ce qui a été, Mme Charette, le déclic pour vous? C'est-à-dire, vous avez vécu ça avec Roson, 1981, je pense, là, modus qui s'est répété. Il vous attire chez lui, puis là, ça arrive. Qu'est-ce qui a été le déclic de vous dire « Hey, mais je suis pas seul, il y a d'autres gens comme ça. » Est-ce que c'est l'enquête journalistique, Le Devoir Cogeco en 2017? Tout à fait. Moi, j'étais assise dans mon bureau au travail, puis dans une aire ouverte. Puis à un moment donné, la rumeur s'est propagée dans l'aire ouverte. Elle disait « Avez-vous vu ce qui se passe avec Roson? » Là, je dis « J'ouvre, puis on m'envoie des trucs, puis je regarde, puis je fais comme... » Je vous dis, là, ça a été... le sang m'a descendu dans les pieds parce que je me suis dit, je viens de réaliser que je suis à l'intérieur de quelque chose qui est plus gros que moi, là, parce que ça existe, puis parce que les autres... Puis je suis arrivée à la maison après, puis ma fille, qui avait exactement l'âge, à peu près, où j'avais à cette époque-là, était assise dans le salon, puis je me suis dit, hey, si quelqu'un faisait ça à ma fille, là, qu'est-ce que je ferais, moi? Qu'est-ce que je ferais, moi? J'irais le tuer, j'irais le battre, Puis moi, j'ai jamais permis à personne de faire ça pour moi. Parce que j'ai gardé ça secret, parce que j'ai eu tout ça, parce que j'avais honte. Puis la honte, c'est vraiment le gros fardeau des victimes, là. C'est comme si on était responsable de ce qui nous est arrivé. Puis c'est comme si la société nous jugeait en disant, ben vous avez fait ça, puis vous êtes là, puis c'est votre faute, puis c'est comme ça. Puis c'est un vieil héritage, je dirais, judéo-chrétien. Vous avez dit, Mme Charette, hier, il est temps que la honte change de camp. La semaine non, passée... c'est Patricia Tulane qui l'a dit, okay. Mais Gisèle Pellicot l'a dit aussi. Puis... Mais Mme Pellicot était en entrevue. Oui. Ici, j'ai fait une entrevue avec elle la semaine passée et elle a répété ce mantra-là des victimes. Il faut que la honte change de camp. Elle en parle dans son livre aussi. Mais dans le livre, ce qu'elle raconte des hommes qui étaient au procès, c'est pas des hommes qui avaient honte. C'est des hommes qui se promenaient la tête haute, qui avaient l'air de prendre ça à la légère. Et j'ai eu l'impression que c'était la même chose avec Roson. Pendant le procès, dans les couloirs, il tenait salon, puis il commentait tout ça. Comment vous l'avez trouvé dans les couloirs du palais de justice? Oh, mon Dieu! Nos échanges entre nous là-dessus étaient intéressants. Bien, je le trouvais égal à lui-même, en fait. Là. C'est quelqu'un qui est le roi du monde, qui prend sa place, qui est convaincu de sa supériorité. Puis, moi, je trouve ça pathétique, quelque part. Là. Pensez-vous... Quand il dit « ça a toujours été consentant », c'est pas vrai, pensez-vous qu'il se croit? Oh, bonne question. Bruce? Maître Johnston? En partie, oui. Parce qu'il est extrêmement narcissique et, à mon avis, a une perception de la réalité qui n'est pas conforme à la réalité. Mais, en partie, clairement, il sait qu'il ment. Absolument. Il sait qu'il ment, oh, ouais. mais pensez-vous qu'il sait que c'était des agressions sexuelles? Oui, absolument. Il y a des nuances parce qu'il y a un spectre. C'est un agresseur continuel. Hein? Il était toujours un prédateur. Selon les termes repris par la juge. Et ça, c'est intéressant parce que le terme prédateur a été retenu par la juge
suite au contre-interrogatoire qu'on a fait de leur expert. Parce que leur expert était expert en déviance sexuelle. Il n'était pas là pour parler de ça, mais nous, on lui a fait parler de ça. Et c'est ça qui a été retenu par la juge pour dire, en fait, celui qui vous a engagé, là, c'en est un, hein? Et c'est ça qui sort du jugement. Mais le spectre des agressions passe de quelque chose qui pourrait, dans sa tête à lui, ne pas l'être, à quelque chose qui absolument clairement est prémédité et une agression caractérisée dans la tête de n'importe qui. Madame Charette, vous étiez là et avec les courageuses, là, vous aviez pris le parti de ne pas faire comme Roson, c'est-à-dire on ne parlera pas avant la fin du procès. Et la juge a des mots très durs pour Pierre-Marc Johnson, pour Guy Fournier, qui sont venus défendre leur ami. Comment vous avez réagi en entendant Johnson et Fournier? Bien, moi, je me suis posé la question, est-ce que quand tu dis « Ah, mais non, ça n'a pas pu exister parce que j'ai jamais vu ça », ça veut dire, parce qu'il y a plein de choses dans la vie qu'on voit jamais des gens qu'on côtoie, est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Je veux dire, sinon, tous les prédateurs seraient exempts comment je pourrais dire, de poursuites, parce que tous les prédateurs n'en seraient pas, puisqu'on ne les voit pas, parce qu'en général, c'est des crimes de l'intimité. Ça se passe entre deux personnes. Mike Johnson? Mais c'est une drôle de stratégie, honnêtement, là, parce que tu fais venir quelqu'un qui dit « Moi, je ne l'ai jamais vu agresser personne. » Et alors? So what? Ça veut dire quoi, ça? En quoi ça prouve quoi que ce soit? On avait l'impression qu'une grande partie de la défense de l'autre côté, c'était... les confrères, les avocats de M. Roson, c'est des très bons avocats, là. Mais j'ai l'impression que c'était beaucoup motivé par le client lui-même qui veut toujours se mettre en scène comme étant quelqu'un qui est populaire, qui est du succès le choix des témoins était motivé par ça. Je vais faire venir des gens qui vont venir dire que je suis une bonne personne, que je suis séduisant, puis que, en fait, c'est moi qui devais refuser toutes les avances des femmes parce que j'étais tellement séduisant. Et cette défense-là ne porte absolument pas, parce que ça ne contredit aucunement le témoignage de quelqu'un qui dit « Ben moi, on était en privé là, quand il m'a agressé. » Mike Johnston, les courageuses réclamaient 14 millions de dollars. La juge a ramené ça à 880 000 pour 8 des plaignantes. Il y a un témoignage qui n'a pas été retenu. Est-ce que vous pensez que les plaignantes, vos clientes, vont voir la couleur de cet argent-là? Ça, c'est intéressant parce que M. Roson aime à la fois être perçu comme riche, mais il dit parfois qu'il n'a pas d'argent. Hein? Il a déjà dit qu'il était ruiné. Exact. Il dit un peu les deux choses, mais ça, c'est pas si surprenant dans son cas. Mais c'est certain qu'on va faire tout ce qu'on peut pour aller chercher. Et pensez-vous qu'il y en a à aller chercher? Oui, absolument. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bien, il a des biens, il a des créances qui lui sont dues. Est-ce que les biens sont à son nom? Il y a des biens qui sont à son nom. Et il a des créances qui lui sont dues. Et il y a des transactions qui pourraient être révisées. On va le pourchasser, là. On va le suivre. On va faire tout ce qu'on peut faire. Il ne va pas s'en tirer, là. OK. Là, j'ai une question qui touche plus à votre modèle d'affaires, là. Oui. C'est pas les sommes qui étaient escomptées. Ça va de, 80 000 à 170, je pense, environ. Oui. Les femmes qui vont avoir ces montants-là, combien elles vous doivent à vous? Parce que vous avez fait du travail juridique de longue haleine là-dessus. Là. On savait que notre modèle d'affaires de notre cabinet, et on était 4 avocats. J'ai 3 collègues exceptionnels, Anne-Julie Asselin, Jessica Lelièvre et Marie-Laure Dufour, qui ont fait le procès avec moi. Et tout le monde peut compter, là, si on chargeait nos taux horaires pour ce procès-là, tout y passerait. Ce serait inconcevable là, de payer ces montants-là. On savait en prenant le dossier que ce ne serait pas un dossier où on ferait d'argent, mais on estimait que c'était un dossier qui était très important pour l'image de la justice, parce que le sentiment qu'une injustice demeurait était très présent. On le percevait très fort. Donc, nous, on ne rentrera pas dans nos frais, mais ça fait partie de notre modèle d'affaires à nous. OK. Madame Charette, c'est pas le montant que vous espériez. Est-ce que le montant très largement inférieur à ce qui avait été demandé, pour vous, est important ou c'était la décision de gagner qui est importante? Il y a 2 aspects là-dedans. Ouais.
On savait avec Bruce et l'équipe que les montants qu'on mettait là, c'était des montants qui étaient peu probables. Tout le monde, aucune des courageuses ne savait espérer obtenir le montant qui était... Par contre, c'était un acte de foi dans la justice de lui dire, pousser la logique un peu plus loin. Je ne sais pas si tu en as parlé ce matin, mais hier, dans la conférence de presse, Bruce a dit, il y a des gens qui reçoivent 1 million pour diffamation. Et là, nous, on reçoit 100 000 pour un viol. La justice a une réflexion à faire sur le poids qu'elle met dans ces choses-là, parce que c'est un crime sexo-genré, le viol. Hein? 90%, près de 90 des agressions sont commises contre les femmes. Est-ce que les femmes ont cette valeur-là dans le système de justice ou juste une diffamation, ça a beaucoup plus d'importance parce que dans ce cas-là, c'est une majorité d'hommes? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Moi, la victoire, pour moi, le mot victoire est grand ici parce que, pour moi surtout, parce que... Vous aviez, entre guillemets, perdu au criminel. C'est ça. Mais moi, je trouve que c'est une grande victoire quand même, là, parce qu'il y a des avancées, parce qu'on a été reconnus, on a été entendus, et la juge amène dans ses propos du jugement des choses qui sont essentielles pour nous autres. Maintenant, l'argent, c'est accessoire quelque part. Je veux dire, moi, je vis pas, j'attendais pas ça pour vivre, là, puis je l'attendrai pas. Si on en voit la couleur, ça sera probablement dans longtemps. Et c'est pas ça qui est important. Je trouverais important que la justice mette quand même la barre un peu plus haute pour les victimes d'agressions sexuelles. En terminant, Mme Charette, en 1981, vous avez eu cette rencontre avec Gilbert Rozon. La justice criminelle a déterminé qu'il n'y avait pas eu de viol. La justice civile a déterminé qui vous a agressé. Et vous avez dit hier, si je le crois, je vais garder la tête haute. Il se promène en ville. Moi, je l'ai croisé à quelques reprises. Si vous le croisez, avez-vous pensé à ce que vous allez lui dire? Oui. En fait, j'ai pas des belles choses à lui dire, mais j'ai envie de dire, tu devrais aller te faire soigner. Parce que, franchement, un comportement comme ça n'existe pas. Ça devrait pas exister. Puis moi, je pense que c'est un gars qui a eu des grosses blessures là, dans sa vie, là, qui en ont fait l'être qu'il est. Puis c'est pas réjouissant, là, mais il devrait aller se faire soigner. Vraiment, tu peux pas te comporter comme ça dans la vie. Donc, c'est pas de le recadrer, c'est pas de lui envoyer des mots d'église, c'est de l'envoyer se faire soigner qui vous anime. Ben, moi, je dirais, la première chose qui m'anime, c'est que cet homme-là, comme vous l'avez dit, d'une arrogance incroyable. Puis quand il rentre dans une pièce, il prend la place. Puis on a tous baissé la tête pendant des années, les courageuses. On ne la baissera plus, la tête. On va le regarder dans les yeux. Puis moi, je vais le regarder dans les yeux aussi. C'est ce que je veux faire. Tu m'as pas mis à terre, tu m'as pas eu. Maintenant, je suis debout, je te regarde. À toi d'essayer de me regarder puis de pas de baisser les yeux. C'est plutôt ça. Madame Charette, merci, bravo pour le courage. Maître Johnson, merci pour l'entrevue. Félicitations pour la résolution de ce cas-là. Merci à vous deux.